Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule d'introduction à la psychométrie. Après un aperçu global des deux principales théories en psychométrie et l'étude plus précise de la théorie classique des tests, je vous propose à présent de vous présenter de manière bien plus détaillée la théorie de réponse à l'item. Vous l'aurez compris, la théorie de réponse à l'item est l'une des théories dominantes en psychométrie. Les méthodes et les théories en IRT analysent non pas le score de chaque participant, mais plutôt les réponses aux items de chaque participant. Le lien n'est pas linéaire entre le score aux items et le trait latent, puisque l'on tient compte de la difficulté d'un item et de la capacité du participant à répondre à l'item. La théorie de réponse à l'item a été initialement développée pour vérifier trois hypothèses fondamentales, l'unidimensionnalité, la monotonicité et l'indépendance locale. Vérifier l'unidimensionnalité consiste à vérifier qu'il existe bien qu'un seul facteur latent, soit un facteur G, un facteur général. Néanmoins, aujourd'hui, on trouve des modèles multidimensionnels en IRT. Vérifier la monotonicité consiste à vérifier que la fonction de réponse à l'item soit croissante en θ, c'est-à-dire croissante sur la dimension latente, le trait latent. Autrement dit, on vérifie que la variabilité de réponse à l'item d'un test soit due seulement à la variable que l'on cherche à mesurer. Vérifier l'indépendance locale consiste à vérifier que les réponses aux différents items soient indépendantes les unes des autres. L'IRT estime une fonction de probabilité en fonction de la difficulté de l'item et de la capacité du participant à répondre correctement à l'item. C'est la fonction caractéristique de l'item et l'IRF est une fonction logistique. Cette fonction est illustrée graphiquement par une courbe caractéristique de l'item. En abscisse, on observe le trait latent souvent représenté par la lettre grecque, θ. En ordonnée, on observe la probabilité de réussite de l'item. Le niveau de difficulté moyen sur le trait latent est représenté par le chiffre 0. Le point central de ce graphique représente donc un participant de capacité moyenne qui a une chance sur deux de réussir l'item de difficulté moyenne. Le modèle de Rasch permet d'obtenir une courbe qui illustre le niveau de compétence des sujets pour un item et le niveau de difficulté de cet item. Cette courbe a une certaine forme selon la réponse de chaque participant pour l'item, plus précisément selon l'aptitude des participants. Cette courbe se situe à un endroit bien précis du continuum du trait latent selon la difficulté de l'item. Comme nous l'avons vu dans une capsule précédente, le modèle de Rasch est un modèle probabiliste et non un modèle déterministe comme le modèle de Gutmann. Le positionnement de chaque item sur le continuum de compétences, c'est-à-dire le continuum du trait latent, peut être réalisé en tenant compte d'un seuil critique de réussite de l'item. Ce seuil est souvent défini à 0,5 selon lequel l'item a une chance sur deux d'être réussi. Le positionnement de l'item et le positionnement du sujet permet de prédire la probabilité de réussite de l'item par le participant. Nous observons sur cette illustration que l'item 2 est plus facile que l'item 1 puisque la probabilité de réussir l'item 2, une fois sur deux, se situe en avant de celle de l'item 1 sur le continuum de compétences, aussi appelé le continuum du trait latent. Le modèle de Rasch permet aussi d'avoir une vision globale du test, en indiquant le niveau de compétences pour lesquels il mesure le trait latent en question avec la différenciation des différents niveaux des élèves. Ce modèle permet d'observer un effet plafond avec un ensemble d'items très facile ou un effet plancher avec un ensemble d'items trop difficiles. Le modèle de Rasch a été élaboré pour analyser les qualités psychométriques d'échelles composées d'items dichotomiques, c'est-à-dire des échelles dont les items ne proposent que deux modalités de réponse, par exemple faux ou vrai. Pour les échelles composées d'items avec des modalités de réponse ordinales, comme l'échelle de Likert, on utilise des adaptations du modèle de Rasch, telles que le Partial Credit Model ou le Rating Scale Model.
Le Partial Kredig Model est une adaptation du modèle de Rasch pour les données polytomiques. Autrement dit, lorsque l'on souhaite étudier les qualités psychométriques d'une échelle ou d'un test, il est vivement conseillé d'utiliser le Partial Kredig Model. Et ce, surtout si les items ne disposent pas du même nombre de modalités. Comme le Partial Kredig Model, le Routing Scale Model est une adaptation du modèle de Rasch pour les données polytomiques. Mais contrairement au Partial Kredig Model, le Routing Scale Model peut être modélisé que si les items de l'échelle en question disposent bien tous du même nombre de modalités. Le sommet de la courbe correspond à la plus forte probabilité de choisir cette modalité de réponse en fonction du niveau sur la dimension lentante, c'est-à-dire le trait latent. Par exemple, sous ce graphique, on observe qu'il existe 4 modalités de réponse pour le premier item. Les élèves les plus faibles devraient choisir la modalité de réponse 0 et les élèves les plus forts devraient choisir la modalité de réponse 3. De plus, on observe que chaque courbe a son espace, c'est-à-dire qu'aucune courbe ne se superpose entièrement. Les paramètres du Partial Kredig Model s'interprètent d'une manière identique à ceux du Routing Scale Model. L'IRT propose des modèles probabilistes qui permettent de prédire la réponse d'un participant selon son niveau d'aptitude et le niveau de difficulté de l'item. Cette présentation des méthodes en théorie de réponse à l'item est loin d'être exhaustive. Dans cette capsule vidéo, je vous ai seulement présenté le modèle le plus simple et le plus connu, le modèle de Rasch. En effet, ce modèle est à un paramètre et c'est le modèle le plus utilisé dans la littérature scientifique. Néanmoins, en théorie de réponse à l'item, il existe des modèles autres que celui de Rasch pour étudier les items dichotomiques, comme le modèle logistique à un paramètre ou le modèle de Birnbaum, qui est un modèle logistique à 2 paramètres. En théorie de réponse à l'item, il existe bien d'autres modèles que l'on applique en fonction de nos données et du modèle théorique qui sous-tend nos données. Voici quelques références d'articles et ouvrages qui m'ont inspiré lors de l'écriture de cette capsule. Ces articles et ouvrages pourront vous aider aussi à aller plus loin. Je vous remercie de votre attention.